One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur One TV et c'est l'heure de la matinale. Léger retard, indépendamment de notre volonté, toutes nos excuses. Donc, merci à vous également de l'accepter. Alors, à quel moment du sommeil rêve-t-on? Tout le monde rêve-t-il? Est-ce une maladie de ne pas rêver? Eh bien, on reviendra donc sur le volet instant sur cette problématique. Et puis, vivre sans tomber malade, est-ce possible? Nous l'avons évoqué la semaine écoulée, c'est avec Ivy Bilbo, le promoteur du centre biocuratif. Eh bien, on reviendra donc sur cette question d'un instant à l'autre. Mais on retrouve Baker Sanguita déjà pour nous faire cas de ce que la presse a proposé pour le compte de ce 1er octobre. Baker, bonjour. Bonjour à Métonou, bonjour à toutes et à tous, bon début du mois d'octobre à tout le monde. Octobre, c'est le mois rose. Octobre au Togo, c'est le mois de consommons local. Nous y sommes. On consomme donc local avec nos publications. On débat toutefois par le Bénin où la presse se concentre beaucoup plus sur la tentative de coup d'État manqué, mais également de brouille au sein de la galaxie Talon. Oui, en effet, c'est déjà le matinal qui annonce que les prévenus se présenteront devant le procureur en ce qui concerne cette tentative de coup d'État au Bénin. L'emblème précise que deux figures politiques majeures, Boko et Oumeki, seront auditionnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Matin libre et revient sur les brouilles internes au sein de la galaxie Talon suite à plusieurs congédiements. L'article s'interroge sur ce qu'il reste de cette galaxie politique, dressant la liste des personnalités tombées en disgrâce. Cette réflexion sur les remaniements au sommet du pouvoir témoigne des bouleversements politiques en cours au Bénin. Et la thématique environnementale préoccupe également la presse au plan national au Bénin. Et évidemment, c'est Matin Libre qui lance l'alerte sur les inondations qui frappent l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le quotidien dresse un bilan alarmant avec des chiffres glaçants qui interpellent sur l'urgence de la situation. Enfin, le matinal rapporte une saisie de 48 kg de chanvre indien à Ilara dans le département du Plateau, un coup de filet majeur dans la lutte contre le trafic de stupéfiants au Bénin. Agriculteurs sceptiques, budget faramineux, la presse ivoirienne a de quoi alimenter ses publications de ce mardi. Évidemment, c'est Fraternité Matin qui ouvre donc ses colonnes sur les annonces politiques du président Ouattara et les résultats du Conseil des ministres où il a été révélé que le budget de 2025 s'élèvera à 15 309,2 milliards de francs CFA. Ce budget ambitieux vise donc à soutenir les priorités du gouvernement, notamment après le lobbying du vice-président à New York. Côté agriculture, le journal informe que la campagne agricole débute donc aujourd'hui avec des prix fixés à 1800 francs le kilo de cacao et 1500 francs pour le café, des montants cruciaux pour l'économie du pays. Cependant, le Bélier propose une lecture différente de cette actualité agricole. Le journal titre de manière provocante que le président Ouattara dribble les planteurs en fixant le prix du cacao à 1800 francs le kilogramme, un montant qui semble susciter des réactions mitigées. Le PASSI, une organisation représentative des planteurs, a d'ailleurs réagi à cette décision, manifestant un certain mécontentement, une tension qui pourrait donc avoir des répercussions sur la filière agricole ivoirienne. Alors, on parle d'austérité, mais on parle également de tension au sein des formations politiques. 17 novembre n'est plus loin, mais ce qui est palpable, c'est l'agression de Guy Marius Sagna et la presse sénégalaise n'a pas tari de publications ou de titres à ce TV. Et c'est les Échos qui révèlent que Guy Marius Sagna, en déplacement au Togo pour soutenir des opposants au pouvoir de Fort Gnassingbé, a été violemment agressé par des hommes supposés proches du régime. Il titre en effet Guy Marius Sagna, sérieusement malmené, est
évocateur. Le titre donc est évocateur. Dans un contexte d'unité politique, le quotidien souligne également la création d'une intercoalition XXL formée par 3 grandes coalitions de l'opposition sénégalaise avec des figures telles que Macky Sall, Karim Wade, Amadou Ba et Khalifa Sall. Walf Quotidien revient sur l'agression de Guy Marius Sagna lors de sa visite à Lomé tout en abordant des sujets économiques cruciaux au Sénégal. Le journal mêle en lumière un possible tournant vers une cure d'austérité pour combler le déficit budgétaire. Il titre en effet « Déficit budgétaire vers une cure d'austérité ». La cherté de la vie, le chômage et les emplois précaires suscitent de vives inquiétudes amplifiées par les revendications des syndicats qui craignent une dégradation des conditions de la vie. De son côté, l'observateur met en avant les premières tensions au sein de cette intercoalition avec en titre législative intercoalition de l'opposition, les premières fissures. Le partage des sièges dans les départements de Dakar et du Nord cause des mécontentements, notamment dans le camp de Amadou Ba. Le quotidien mentionne également des fissures de l'APR, Alliance pour la République, avec le malaise de Diouf Sarr et les vagues de départ à l'AFP. En parallèle, le journal informe sur le dépôt des listes à la DGE et fait le point sur la gestion des inondations avec une déclaration du directeur Madicté Cissé évoquant le pompage de plus de 2 millions de mètres cubes d'eau et 248 écoles touchées. Merci à vous, Bakir Sanguita, pour cette revue. Mais Guy Marius Sagna ne s'est pas déplacé spécialement pour venir soutenir l'opposition au président Faure Gnassingbé. Il est au Togo dans le cadre d'une action du Parlement de la CEDEAO. Je crois que ce journal sénégalais doit revoir son titre. Il est bel et bien au Togo en mission pour le Parlement de la CEDEAO. Et c'est à ce titre qu'il a participé à une activité d'un parti de l'opposition pour subir donc cette agression. Je crois que les autorités togolaises sont à pied d'œuvre pour élucider cette affaire. Merci donc à vous pour ce passage dans cette émission. Eh bien, on retrouve l'instant qui peut rêver, qui doit rêver. Est-il une maladie que de ne pas rêver? À quel moment de la nuit on rêve ou de la journée peut-on également rêver? Voilà autant donc de préoccupations que nous avons abordées avec notre psycho-clinicien à travers cet instant. Les rêves sont-ils de simples images flottant dans notre esprit durant le sommeil ou recèlent-ils un pouvoir plus profond capable de façonner nos vies et notre santé? Si les interprétations varient d'une culture à l'autre, la psychologie, elle, tente de décoder ce phénomène universel. Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré des spécialistes du domaine et recueilli des témoignages sur la véritable nature des rêves. Qu'est-ce qu'un rêve? Le rêve, c'est la satisfaction de nos désirs inconscients. Si les mythes et les croyances donnent aux rêves des significations symboliques, la psychologie scientifique propose une autre approche. Le psychanalyste de Jules Dagnon, adepte des théories freudiennes, explique « Freud voyait le rêve comme la voie royale vers l'inconscient. C'est une projection des désirs refoulés, d'angoisses non résolues. » Dans la réalité, vous avez désiré quelque chose, mais que votre éthique personnelle, je m'abstiens à l'usage des termes techniques, que votre éthique personnelle ou bien sociale n'autorise pas. Et donc ce désir est refoulé. Donc le désir ne disparaît pas. Ça va dans votre inconscient. Et donc la nuit, quand vous dormez, ce désir tente de revenir pour trouver satisfaction. La question des rêves prémonitoires divise toujours. Certaines personnes affirment avoir vu des événements futurs à travers leurs rêves, tandis que d'autres parlent de simples coïncidences. Un rêve prémonitoire est une expérience subjective. Dans la plupart des cas, il s'agit simplement de notre esprit qui extrapole des situations réelles et probables, précise le psychologue. Les rêves prémonitoires, le sujet dit qu'il a vu quelque chose dans le rêve et voilà, ça s'est réalisé. Voilà. C'est là que je vais attirer votre attention sur 2 faits. Il y a quelque chose que nous appelons déjà vu, déjà vécu. Ce sont des crises épileptiques, des crises partielles épileptiques. C'est comme vous me voyez, ou bien je vous vois, et puis je me suis dit, la chose me dit, mais il me semble qu'on s'est déjà vu dans cette situation. Et au plan psychologique, vous pouvez vivre quelque chose dans le rêve qui vous effraie.
Et dans la réalité, vu que vous-même vous êtes anxieux par rapport à ça, vous-même vous prenez les risques et ça se réalise. Parce que vous êtes guidé par la peur. L'absence de rêve, doit-on s'inquiéter? Certains affirment ne jamais rêver ou du moins ne pas se souvenir de leurs rêves. Faut-il s'en alarmer? Doit-on s'inquiéter quand on ne rêve pas? Bon, c'est relatif hein, à ce niveau. Un psychanalyste dit quand même qu'il n'y a pas de sommeil sans rêve. Vous ne vous souvenez pas de vos rêves parce que votre sommeil n'a pas été profond. Vous avez rêvé, mais au lendemain, vous avez oublié. Et la preuve, il y a certains au réveil, ils se rappellent. D'autres, c'est au cours de la journée, quand ils voient un signe, ils se disent « Ah, j'ai vécu ça, j'ai rêvé aujourd'hui comme ci, comme ça. » Le sommeil a différentes étapes. Et donc, quand vous arrivez à l'étape paradoxale, qui est la dernière étape, là, vous allez rêver et au lendemain, vous allez pouvoir vous souvenir de vos rêves. Le rêve, ce mystérieux territoire de l'esprit, continue d'intriguer. Que l'on y voit des signes de l'avenir, des résidus de la journée ou simplement un phénomène biologique, il fait partie intégrante de notre existence humaine. Et comme le souligne si bien le docteur Dagnon, les rêves, bien qu'illusoires, ont cette capacité étrange de révéler nos vérités les plus profondes. Voilà donc, vous avez suivi donc tout sur le rêve. Est-il important de rêver? Qui doit rêver? Et à quel stade ce rêve devient prémonitoire? Eh bien, chacun donc pourra faire son idée sur la question. Place maintenant à la causerie. Oui, il est bien capable et possible de vivre sans tomber malade. Nous l'avons évoqué ici. Mais également, il est possible de conduire à terme une grossesse sans véritablement en souffrir d'une manière quelconque. Eh bien, il est également dans ce studio avec nous, c'est Aïteguin Aïvi-Blibo, biothérapeute, promoteur du centre biocuratif. Monsieur Aïvi-Blibo, merci d'être là encore une fois. Merci à vous aussi. Alors, même si la plupart des grossesses et des accouchements se déroulent sans incident, toutes les grossesses sont à risque, disent donc les spécialistes. Environ 15% de toutes les femmes enceintes développent une complication potentiellement mortelle qui nécessitera des soins qualifiés et certaines nécessiteront toutefois une intervention obstétricale majeure pour survivre. À votre niveau, on l'a dit tout dernièrement, comme je l'ai rappelé, qu'on peut vivre donc sans tomber malade. Donc la grossesse ne doit pas être considérée comme une maladie. Et s'il en était ainsi, alors elle pouvait être suivie également pour que la parturiente puisse conduire à terme donc sa grossesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une grossesse soit véritablement stable? Eh bien, pour répondre à votre question, il faut aller en amont. J'aimerais faire savoir à nos téléspectateurs que le corps est une forteresse. Il faut commencer par là. Dans toute chose, il faut un postulat. Et ce postulat, il est vérifié. Le corps est une forteresse. Le corps est très intelligent. Donc, pour commencer, il faut aller, pas en son encontre, mais aller avec lui. Donc, qu'est-ce que je vais signifier par là? De quoi a besoin votre corps? Donc, je crois que si on doit redéfinir les programmes d'enseignement, on doit tenir compte de ce postulat que je viens d'avancer. Vous allez vous rendre compte que en médecine conventionnelle, tout ce qu'on fait, on attend, le médecin attend que le corps réponde. Mais si le corps doit répondre à quelque chose, ça veut dire qu'il est intelligent. Il y a une intelligence sous-jacente. Voilà. Donc, c'est par là que je vais commencer. Alors, comment faire pour ne pas tomber malade? Le corps, vous êtes dans un environnement, il y a une interaction. Et nous sommes entourés de germes qui peuvent s'introduire dans notre corps à la mesure de la capacité que le corps a de les repousser ou bien de les laisser passer. Alors ça on appelle ça immunité. Donc si nous sommes obligés de dire, si le Créateur, en nous formant ainsi, nous plonge, nous place dans un tel environnement, c'est qu'il a prévu beaucoup de choses. Donc, ce que moi j'ai constaté dans cette nouvelle profession que j'ai embrassée il y a un bon bout de temps, c'est que le corps élabore tout ce dont il a besoin pour s'autodéfendre et pour vivre.
le corps élabore. Mais parfois ça ne suffit pas, c'est pourquoi nous devons lui apporter quelques compléments ou quoi? Ce n'est pas que ça ne suffit pas, c'est plutôt nous qui ne lui fournissons pas ce dont il a besoin. Nous ne lui fournissons pas ce dont il a besoin. C'est pour cela que je dis, si on doit réécrire les programmes d'enseignement, il faut revoir ce côté. Vous voyez déjà, si je reviens à votre question, peut-être que les patients, il faut voilà, pour que soit stable. Stable, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une grossesse soit stable? Donc, nos téléspectateurs doivent savoir que une grossesse, c'est est-ce que c'est pas une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Une maladie, au fait, c'est quoi? C'est une situation où le corps subit les agressions extérieures. Et il n'est plus en capacité de se comporter comme il se doit. Donc les différentes allergies développées au cours des grossesses ne sont pas des signes apparents? Voilà, les allergies aussi, je ne suis pas allergologue. C'est-à-dire que j'ai commencé, finalement, me demanderai si je suis philosophe ou pas. J'ai commencé par remettre en cause certains concepts que nous avons reçus à l'école. J'ai eu un patient qui tout le temps se gratte, il a des prurites, c'est-à-dire des démangeaisons. Mais quand j'ai procédé à mes techniques simples, par faible résonance magnétique, j'ai constaté qu'il y a certains organes vitaux qui ne fonctionnent pas bien. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de leur fournir les nutriments dont le corps a besoin. Mais avec le temps, c'est-à-dire aider les reins à fonctionner correctement, le foie, ainsi de suite, et la circulation sanguine rétablie, tout. Il avait des phlébites aussi, c'est-à-dire c'est une sorte d'affection des vaisseaux sanguins. Donc j'ai veillé à tout cela, mais avec les compléments alimentaires. Il est venu me rapporter comme quoi les démangeaisons, les prurites ont diminué. Et nous avons continué jusqu'à une étape où il n'avait pas assez d'argent. Et je lui ai dit de continuer avec l'extrait du jus d'oignon. Il a continué avec du curcuma. Et c'est diminué. C'est rarement qu'il reçoit ça. Bon, si j'étais dans un laboratoire, dit de ce nom, ce serait un thème que je vais essayer de chercher à élucider. Non, mais je ne fais que... C'est un peu de l'empirisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger pour être bien? Et voici un exemple. Alors qu'il est passé par plusieurs allergologues. Vous voyez déjà? Donc, laissons la théorie de côté. Voici la pratique. Vous voyez déjà? Bon, ces allergies... que les femmes manifestent pendant la période voilà. Moi, oui, c'est normal qu'elles présentent certaines modifications. C'est normal. Mais aller jusqu'à une maladie, ça veut dire que le corps n'était pas prêt pour recevoir une pareille grossesse. Donc, à mon actif, souvent quand je conseille mes patients, les prétendants, je leur demande, dans un premier temps, venez consulter. Ce n'est pas question d'argent, puisque moi je fais des recherches. Venez, nous allons procéder à une biothérapie des deux parties, l'homme et la femme. Avant que vous ne vous mariez. Et avant même ça, il faut des analyses préalables. Il faut voir si votre union est compatible, surtout avec ces histoires d'hémophilie, de drépanocytose, ainsi de suite. Donc quand c'est OK, alors on procède maintenant à renforcer le corps. Parce que la plupart subissent l'effet des infections. Infections surtout, bon, infection virale c'est rare, mais infection fongique et puis bactériologique. Donc c'est ce côté-là que j'essaie de régler des deux côtés. Et une fois que les deux parties s'unissent, parce que chacun avec son lot de microbiote, c'est-à-dire le lot de germes, voilà, sur la peau, dans les muqueuses, tout ça là. Donc, quand ils se rencontrent, en principe, la femme doit ressentir un écoulement vaginal. C'est de nouveaux germes qui s'introduisent. Donc, voilà, c'est pourquoi il n'est pas bien d'être un vagabond. Vous voyez déjà. Donc, après ça, je les conseille jusqu'à ce que la grossesse survienne et ce qu'ils doivent manger, surtout la femme. Le corps doit être prêt. Le corps de la femme doit être prêt
En ce sens que tous les éléments nutritifs dont il a besoin doivent être présents dans son corps. Et toutes les fonctions vitales doivent être activées, entretenues. Donc si c'est comme ça, l'énergie que le corps accumule à travers la nutrition, c'est-à-dire l'énergie que le corps de la femme accumule à travers la nutrition, est prête maintenant pour s'engager vers les voies que son créateur l'a assignées. Vous voyez déjà, ce sont mes postulats, ça. Et quand je les applique, ça marche. Un exemple, lorsque le corps se trouve face à une infection et que la femme est en grossesse, qu'est-ce que le corps va choisir de faire? L'énergie que le corps a accumulée serait utilisée prioritairement pour lutter contre l'infection. Alors que s'il n'y avait pas d'infection, le corps va l'utiliser pour orienter les différentes phases de constitution, de formation du nouveau, bien du futur être qui viendra au monde. Vous voyez déjà. Alors, ce qui fait que, à la longue, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. C'est là où j'ai eu le déclic d'observer avec un œil de chercheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si je peux continuer. J'ai reçu une patiente, une femme enceinte, je crois il y a de cela 5 ans. Elle avait une insuffisance respiratoire. Donc quand je l'ai diagnostiquée, je l'ai analysée, j'ai procédé aux analyses, j'ai constaté qu'elle souffrait d'une angine de poitrine, en gore. C'est-à-dire qu'il y a une oblitération ou bien la présence de caillots de sang ou bien de plaques d'athérome qui réduisent le diamètre intérieur qu'on appelle lumière des artères. Ce qui fait que la femme ou bien la personne en question a du mal à respirer. On le ressent souvent par des douleurs à la poitrine qui s'irradient vers les bras ou bien le derrière. Quelquefois même la nuque, on a du mal à tourner le dos. Tantôt, on a les mâchoires qui semblent ne pas bien fonctionner. C'est tout un tas de symptômes là. Donc c'est ce qu'elle avait. Étant en grossesse, c'était terrible. Donc puisque j'ai des produits bio qui rétablissaient des angines de poitrine, vous les mettez sur la cesse sublinguale. Une fois entrée dans la circulation principale et centrale du sang, elle va dissoudre tous ces caillots de sang là qu'on appelle les thrombus là. Voilà, donc j'ai procédé à ça. Maintenant, il faut chercher à corriger ce qui crée cela. Donc quand je lui ai administré tout ça, elle avait une grande carence en sels minéraux, vitamines et puis autre chose, en fer, foldine, tout ça. Donc je l'ai suivie jusqu'à ce qu'elle accouche. Bon, je n'ai pas su quand elle a accouché. Et 2 ans après, elle est revenue, elle n'avait pas fini son traitement par manque d'argent. Son mari était transporteur, bon, un chauffeur, pas un transporteur, un chauffeur. Vous voyez déjà, c'est pour dire qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc, 2 ans après, elle est revenue avec 2 fillettes. Il y avait une fillette qui pleurnichait, capricieuse, avec le nez qui coule, instable émotionnellement, et puis qui veut toucher à tout. Elle présentait des comportements, et je ne sais pas comment décrire ça, c'est pas cohérent. Tantôt, elle s'amuse, tantôt, elle commence par pleurer. Déjà. Alors que la deuxième, avec une tête bien formée, sage, mais portant une couche. On dit, assieds-toi ici, elle s'assied, elle attend que maman dise de faire telle chose. L'autre ne faisait que l'embêter. Je demande à la dame, tes vénavis là, c'est-à-dire tes jumelles là, comment tu t'en sors? Elle rigole. Docteur, c'est cet enfant qui était dans mon ventre quand j'étais venu. Celle qui était sage là. PV, elle a que 2 ans. C'est ça grâce à celle que j'étais ramenée avant de venir. Alors, j'ai craqué les yeux et j'ai commencé par réfléchir. Et j'ai compris tout de suite que la petite qui pleurnichait, depuis qu'elle était conçue, a subi un manque de beaucoup de choses.
Et cela s'est confirmé par la suite avec d'autres femmes. Vous voyez déjà? Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, c'était là mon premier pas de découverte sur ce phénomène. Alors donc, vous avez su que à certaines étapes de la grossesse, il faut un certain nombre de dispositions pour qu'à la fin, on ait des enfants suffisamment normaux, à la limite, À la si limite. on peut parler ainsi. Oui, si. Alors, c'est quoi véritablement les étapes suivant lesquelles il faut prendre soin de la grossesse particulièrement pour en arriver à ces résultats? D'abord, les étapes. Je n'ai pas su tout de suite, puisque j'étais aidé par deux étudiantes qui ont déjà terminé leur cursus en physiologie végétale au niveau universitaire. Je les envoie faire certaines recherches et après elles reviennent, on compile tout pour comprendre pourquoi. Ouais, donc, donc ce sont elles qui m'ont aidé. Elles ont consulté certaines sages-femmes, ainsi de suite, et quand elles sont revenues avec les résultats, c'est là où j'ai découvert la raison pour laquelle il y a eu cette différence. Donc les différentes étapes qu'il faut suivre pour avoir des enfants normaux, bien stables, c'est d'abord une préparation avant la conception. Il faut préparer le corps de la femme avant sa conception. Aujourd'hui, nous allons nous en tenir qu'à la physiothérapie, puisqu'il y a aussi le côté psychologique aussi. Donc, il faut que la femme se traite et qu'elle ait une immunité optimale. Que tous les organes, surtout vitaux, soient en bonne forme, en fonctionnement optimal. Qu'est-ce que je dis par là? Le tube digestif doit être sain. Parce que tout commence par ce que nous mangeons. Donc nous devons équilibrer notre microbiote. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait dans le temps flore intestinale. Donc de la bouche à l'anus, il faut que ce soit OK. Et là, il faut recourir à un spécialiste. Bon, maintenant, s'il n'y a pas... Ça influence aussi la grossesse? Oui, puisque toutes nos maladies ont pour point de départ ce que nous mangeons. Si ce que nous mangeons est souillé, par la suite, nous tomberons malades. Pourquoi? Parce que une fois que la muqueuse intestinale est agressée, elle n'assure plus la barrière à ces germes. Donc, ils peuvent traverser et c'est le foie qui reçoit ça en plein fouet. Alors que le foie n'arrive plus à gérer ou bien à fonctionner correctement, le corps tout entier commence par tomber malade. Et il y a certaines maladies qu'on ne découvre pas vite. Et c'est avec le temps qu'on les découvre, mais il semble un peu plus très tard. Alors, la thérapie devient beaucoup plus chère. Ouais, déjà. Donc, si c'est le cas, il faudrait que les femmes, sachant cela, prennent leurs dispositions pour éviter de manger n'importe quoi. Et ce que j'aimerais conseiller aux femmes, c'est d'être beaucoup plus bio, c'est-à-dire manger naturel. Parce que le corps reconnaît ce qui est naturel. Vous pensez aujourd'hui que c'est possible qu'une femme mange bio? Si elles le veulent, ce ne serait pas à 100%, mais à plus de 90%, si elles mangent bio, tant mieux pour elles. Par exemple, lorsque vous prenez votre petit déjeuner avec du sucre, nous avons un sucre en poudre, en morceaux, et ainsi de suite. Ce sucre-là, il n'est pas bien reconnu par le corps. Mais pourtant, on dit que ça procède de la canne à sucre, qui est quand même dans la nature. Justement. Je peux vous donner un exemple. J'ai pris du sucre en France. J'en ai pris énormément. Je n'ai pas eu de maux de tête. Mais je suis revenu ici, j'ai pris une petite quantité. J'ai essayé. J'ai eu toute la journée les maux de tête. Donc, nous avons des sucres tropicalisés alors. Je crois que d'abord la canne à sucre est une plante tropicale. Ça veut dire qu'au cours du traitement, je crois que c'est... Même quand je prends la canne à sucre, je n'ai pas les maux de tête. Quand je prends la canne à sucre directement, je n'ai pas les maux de tête. Donc cela veut dire que lors du processus de transformation, il y a eu des additifs qui ne sont pas éliminés. Et c'est ça qui nous empoisonne.
Ouais, déjà. Donc, le sucre dont le corps a besoin, ce sont les sucres naturels. Les fruits, par exemple, le matin, le cerveau a besoin de sucre. Et ce n'est pas les sucres que nous fabriquons, c'est-à-dire nous les hommes. Les sucres de la nature. Et on les retrouve où? Dans les fruits. Oui, déjà. Donc, ceux qui ont des ulcères, tout ça, il faut revoir ce côté d'abord. Les ulcères sont des plaies dans le ventre ou bien qui coulent, quoi. C'est ça qu'on par définition ce qu'on appelle ulcère. Donc, il faut corriger ce côté d'abord avant de prendre les fruits. Parce que ceux-là qui sont ulcéreux, quand ils prennent les fruits, ils vont accélérer le processus de choses, voilà, de fermentation et ça fait mal. Donc, ce que je leur conseille de faire, c'est de voir ce côté des infections du tube digestif et quand c'est OK. Donc, le matin, vous prenez votre déjeuner aux fruits. Et à midi... Vous parlez de femmes candidates à la grossesse. À la grossesse, ou même les hommes aussi. Ce qui est valable pour la femme, l'est aussi pour l'homme. Vous voyez? Voilà. Donc, si on procède comme ça, ça c'est avant la conception. Maintenant, au cours de la conception, bon, les sages-femmes font leur boulot. Hein. Manger les végétaux, surtout chlorophylliens. Hein, c'est-à-dire les légumes verts, les légumes secs, les noix, les fruits, ainsi de suite. Et mettre l'accent sur les aliments qui contiennent beaucoup l'acide folique et le fer. Vous voyez déjà. Et c'est tout. Puisque finalement, cette dame, la toute petite qui a 3 ans cette année, je l'ai encore vue le mercredi passé, elle m'appelle grand-papa. Ouais, déjà, grand-papa. Elle, sa maman n'avait pas de moyens jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas de moyens. Mais elle est bien portante. Alors que ses 2 frères sont souvent maladifs. Ils sont souvent malades tout le temps. Tout le temps. Vous avez mis beaucoup plus l'accent sur la consommation, mais il y a aussi ce dispositif pour accueillir le bébé, l'utérus, en tout cas tout ce qui entre dans la reproduction humaine. Oui. À ce niveau, déjà vous avez parlé des questions d'infection qu'il faut régler au départ. Oui. Ça suffit, juste après avoir réglé les questions d'infection, s'attaquer au tube digestif et puis la grossesse peut être conduite à terme, c'est ça, sans perturbation? Oui. Ce que j'aimerais dire par là, il faut se faire suivre par un spécialiste. Un spécialiste. Bon, au cas où il n'y a pas de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Je recommande aux dames, surtout mon accent est mis sur les femmes rurales. Jusque-là, il n'y a pas assez de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger souvent le bio. Donc, dans notre langue locale, quand je veux expliquer aux femmes, qu'est-ce que je leur dis? Quand vous vous réveillez le matin, il faut chercher à côté, il faut mettre à côté le curcuma. Curcuma, ce qu'on appelle dotédien curcuma. C'est une sorte de racine qui ressemble au gingembre, mais de couleur jaune. Voilà. Le curcuma, c'est un antioxydant puissant aussi, un antifongique et un anticoagulant aussi. Un anticoagulant, un anti-inflammatoire en plus. Déjà. Il y a aussi le Vernonia amygdala, qui est un protecteur hépatique, qui aide le foie à bien fonctionner. Il y a le pissenlit. Vous voyez, on peut retrouver ça au village, pissenlit qu'on appelle angoto dans notre langue. Il y a aussi les feuilles de manioc. Il y a une variété qu'on consomme directement là, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres qui contiennent beaucoup de cyanure là. Vous prenez ça, vous mourrez. Et donc ça, parce que ça contient beaucoup de fer. Il y a des feuilles de baobab. Il y a la moutarde du néré, c'est-à-dire... je ne sais pas si vous connaissez le néré là. Ouais. Voilà. Donc, je leur interdis de prendre les cubes. Cubes qu'on voit là, les oysters de goût là. Je leur interdis ça formellement. Déjà. Donc, si vous avez ce régime alimentaire là, le corps lui-même va se prendre en charge. Maintenant, pour ceux-là ou celles-là qui veulent le comprendre, alors là, elles peuvent se référer aux spécialistes qui vont leur expliquer. Oui, parce que les sages-femmes, vous l'avez dit, font également ce bon boulot. Alors, vous avez dit tout dernièrement qu'il y a des périodes de la grossesse où, spécialement, si vous voulez un enfant en bon point, eh bien, vous devez agir.
Oui. Alors, c'est quoi cette étape de la grossesse? C'est Voilà. tout au long de la conception ou bien il y a vraiment une période déterminée? Oui, puisque lors de la conception, la période de la conception dépend aussi de la phase antérieure, qui est la phase de la préparation du corps de la femme. Donc, si la préparation du corps de la femme est OK, au cours de la conception, le corps de la femme met tout en œuvre et le fœtus qui est formé, lui aussi, il a une certaine... Il a une intelligence là. C'est-à-dire que tout se passe comme si tout est programmé, quoi. Quand vous suivez le processus de formation du fœtus jusqu'à la naissance, c'est fabuleux. Vous voyez déjà. Donc on est là, on ne fait que observer, nous sommes des spectateurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tel acide aminé ou bien telle molécule n'a pas réagi comme ça, plutôt c'est toujours stéréotypé, ça dit ça sur le même canal, on vous dira qu'il y a les gènes, tout ça là, mais les gènes, il faut quelque chose pour diriger. Vous voyez, nous ne sommes que des spectateurs. Donc quand vous fournissez au corps tout ce dont il a besoin, tout marche normalement. Tout marche normalement. Donc, la première étape, c'est la fécondation. Vous voyez déjà. Donc, encore faut-il que les ovaires ne soient pas kystiques. Il ne faut pas que les trompes de Fallope soient affectées. Vous voyez déjà. Puisque c'est à ce niveau qu'il se passe souvent la fécondation. Maintenant, la nidation, c'est au niveau de l'utérus. Donc, il faudrait que l'endomètre soit aussi bien préparé. L'endomètre a besoin de quoi? L'endomètre a besoin d'une bonne vascularisation. Les vaisseaux sanguins doivent être au bon point et le sang doit contenir tout ce dont le corps a besoin. Dans une autre émission, peut-être, on va donner ces détails-là. Donc, et suite à la nidation, le fœtus lui-même va s'implanter en développant tout ce dont il a besoin, le placenta, tout l'embryon, et comment est-ce qu'on dit ça là? Le cordon ombilical, tout ça. Puisque le placenta appartient au fœtus lui-même, c'est pas pour la femme. Ouais. Et tout. Et puis, ce qui commence à se former, hein, il y a surtout, je vais mettre l'accent sur... je crois, il s'appelle le côlon, ou bien le tube neural, c'est ce qui devient plus tard le cerveau et la colonne vertébrale. Ouais. Et si à cette phase de cette formation-là, il n'y a pas assez de fer et d'acide folique, il y a une malformation. Vous allez voir des enfants nés comme ça, qu'on appelle torse ou tout ça là. C'est à cause des choses comme ça. Donc à cette étape-là, il faudrait que la femme ne soit pas anémiée. Déjà. Alors que l'anémie peut survenir de différentes manières. Si les reins ne fonctionnent pas bien, le sang, les hémoglobines ne seront pas bien formées aussi. Il y a plusieurs choses. Si elle est par exemple dépanositaire, il faut voir tous ces cas-là. Je crois que ce que vous dites là est tellement préoccupant qu'il faut beaucoup plus spécifier le cas et adresser un message surtout à nos parents qui sont dans les milieux ruraux, qui ne comprennent pas parce que du fait des moyens, ils ne veulent pas envoyer la femme en consultation. Donc, puisque c'est les premiers moments de formation donc, de l'embryon, il faut donc qu'une consultation soit faite le plus tôt possible pour déceler ces manques dont vous parlez là. Si. Par exemple, j'ai eu beaucoup de cas d'insuffisance rénale. Alors, si les reins ne fonctionnent pas bien, la personne sera souvent anémiée, bien la femme sera souvent anémiée. Parce que les reins participent à l'élaboration des hémoglobines ou bien des hématies. Donc, ce côté-là aussi survient suite aux infections de longue date. Vous voyez déjà. Donc, c'est un fléau. C'est un fléau. Et comment nous parvenons à corriger ce cas? En milieu rural, je leur conseille d'utiliser tout ce que j'avais précité. Quand vous le faites, le corps se prend en charge. Et quand ça ne va pas, alors venez consulter. C'est ce que souvent je fais. Et surtout en temps de mousson où il fait très frais, les populations ont compris l'utilité de ce que je leur donne comme conseil. Parce qu'il y a eu des gens maintenant, en temps de mousson, ils ne vont plus souvent se faire soigner dans les centres hospitaliers.
ils ne prennent plus de la douche chaude, ils se sentent mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le curcuma, les clous de girofle, c'est-à-dire il y a un processus à suivre, quoi. Un protocole que je leur décris, quoi. Voilà, donc... Alors, quand c'est comme ça, puisque je reviens sur cette question-là, les périodes déterminées pour aller en consultation, quand survient donc une grossesse, au village, certains vous diront que c'est après 3 mois qu'il faut aller faire la première consultation, d'autres diront que c'est juste un mois après, d'autres, faute de moyens, ne s'y rendent même pas. Alors, quelles sont les premières semaines déterminantes, par exemple, d'une grossesse, où il faut coûte que coûte requérir l'avis d'un spécialiste? Je crois que c'est le premier trimestre. Obligatoirement, le premier trimestre. Toutes ces consultations dont il est question sont souvent appelées consultations prénatales. Ouais. Donc c'est défini par l'État, pris en charge aussi par ces structures. Donc nous ne les remplaçons pas, nous ne sommes que des coachs. Si par exemple je vois une femme qui prend du bingo, les sucreries qui abondent là, moi j'ai interdit ça carrément. J'ai interdit ça carrément. Vous prenez ça 10, 20, 10, 15, 20 ans, on aura trop de problèmes de foie. Sincèrement. Ah bon? À cause des additifs qui s'y trouvent. Ouais, je le dis clairement, moi, mon corps est très sensible. Lorsque je prends quelque chose qui ne va pas là, je le ressens tout de suite. Imaginez-vous, depuis 93, j'ai cessé de manger de la viande. 93. Toutes les formes? Toutes les formes. Je ne prends que du poisson. Et pas n'importe lequel aussi. Voyez? Viande blanche recommandée pour tout le monde, même vous ne prenez pas ça? J'en prends pas. Si j'ai besoin de certaines protéines, même du calcium, tout ça là, j'ai ça dans le règne végétal. Et dans le règne animal, qu'est-ce que je prends? Les œufs, du miel, quoi aussi? Des champs. Oui, c'est ça. C'est tout. Dans le même temps, certains disent que les œufs ne sont pas aussi bons pour l'organisme. Mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Moi, par exemple, je peux prendre en un mois 2, 3 œufs, 4, 5, et peut-être 3, 4 mois après, je prends ça sporadiquement. Pas de façon continue. Pas de façon continue. Et puis, je ne déjeune pas tous les jours aussi. Le petit déjeuner, j'en prends pas. Par exemple, ce matin, j'ai rien pris. Parce que la manière dont je me suis senti, je me dis que je ne dois pas manger. Pourquoi? Parce que hier, j'étais très stressé à cause des patients dans un état très grave. Des acides, des insuffisances rénales. Ils ont fait le tour, mais j'ai pu les stabiliser. Vous voyez déjà, donc vouloir courir, c'est ça qui a fait que je suis revenu très tard, puisque j'étais en voyage. À 2 h du matin, je rentrais. Et donc, je n'ai pas bien dormi, vous voyez déjà. Donc, je n'ai pas donné le temps au foie de détoxiquer mon corps. Donc, maintenant, ce matin, je vais encore manger. Est-ce que c'est une autre obligation? Je ne peux que prendre que de l'eau. Et laisser les toxines et mon corps se débarrasser des toxines. Une fois, après l'émission, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le curcuma et le Vernonia amygdala, Aloma. J'ai ça dans le centre. Je vais chercher certaines feuilles, les laver et croquer. Et je continue. Voilà ce que je fais. On mange pour être en bonne santé, non pour s'intoxiquer ou bien se rendre malade. Oui, mais est-ce que la plupart du temps, on réalise ça? C'est aussi ça le problème. Alors, ce trimestre dont vous parlez, qui est déterminant pour la conception, la finalité d'une grossesse stable. Alors, l'organisme de la femme demande beaucoup de choses, beaucoup d'apports en ce moment-là. Lesquels sont essentiels? Sincèrement, nous n'avons pas encore fini de découvrir le corps. Je ne saurais répondre à cette question de manière exhaustive. Ce que je conseille, c'est plutôt les conseils qu'on nous donne, manger 5 fruits différents par jour. 5 fruits différents. Là. Il faut en manger même plus. Les légumes, manger. Éviter les aliments manufacturés. Parce que le corps ne les reconnaît pas. Pendant les 3 premiers mois de la grossesse. C'est fondamental, puisque les 3 premiers mois sont une période où les différents organes se forment.
Ouais, c'est la fondation carrément du nouvel être qui viendra. Donc, vous savez, quand on rate une fondation, qu'est-ce qui se passe? La maison ne tient pas. Voilà, la maison ne tient pas. Si c'est un immeuble, il s'écroule après. Donc, ces premiers 3 mois doivent être cruciaux. Il faut mettre le paquet. Donc, les futurs couples doivent être conscients de ce fait. Et ceux-là qui continuent par procréer doivent aussi être au parfum de ces informations que nous donnons. On va être au parfum de ces informations que nous donnons. Vous demandez donc aux femmes de faire un suivi bio de leur corps dans un premier temps. Oui. Tomber grosse, il faut apporter beaucoup plus également d'aliments bio dans les 3 premiers mois pour la grossesse. Et puis, vous assurez que les enfants que vous avez suivis, les femmes que vous avez suivies durant cette période, qui ont fait cette expérimentation empirique, aujourd'hui donnent de bons résultats. Oui, ils donnent de bons résultats. Puisque je ne l'avais pas prévu, mais c'est un déclic que j'ai eu à la visite de cette dame-là qui tenait les 2 enfants. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, tiens, puisque j'ai en tête, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique décolle? Parce que j'ai enseigné dans certaines écoles internationales. C'est comme si nous, les Noirs, nous avons été créés par un autre Dieu. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui me frustraient. Donc, j'ai trouvé une occasion maintenant pour chercher à comprendre. Donc, mis à part notre culture, il y a la conception, il y a la manière de préparer l'arrivée du bébé ou bien de l'enfant dans la famille. Donc, c'est ce côté-là qui me tenait à cœur. J'ai saisi l'opportunité de regarder avec un œil de chercheur. Ouais, déjà. Donc, dans une première étape, c'est une phase empirique. Maintenant, dans une deuxième étape, on peut confier ces études-là aux chercheurs dans la procréation, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que moi, je ne vais pas aller jusqu'au fond, puisque c'est très vaste. C'est très vaste. Alors, donc, le thème central de cette émission, grossesse sous biothérapie, quels avantages? Vous pensez donc qu'il y a beaucoup à gagner en faisant suivre une grossesse par la nature carrément? Il y a beaucoup à gagner, puisque d'abord, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes nés, nous nous nourrissons de quoi? Des fruits de la nature. Vous voyez déjà. Et si au départ, nous nous confions à cette nature d'une manière intelligente, on serait correct, bien. La preuve, vous voyez, l'autre fois, dans une émission, je vous disais que je faisais 16 heures de travail par jour. Depuis longtemps, ça fait à peu près, ça doit faire 2 décennies là. Bon, maintenant, à peu près, il y a moins de 10 ans, je l'ai réduit à 12 heures. À 12 heures. Mais qui aurait su que je me suis réveillé de moi-même durant toute cette semaine où je fais à peine 3 heures de sommeil? C'est justement parce que je donne la latitude à mes organes vitaux de faire leur fonction. Avant-hier, par exemple, j'ai mangé beaucoup d'oignons. Parce que je savais très bien que dans la semaine, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, je donne la latitude maintenant au foie et au rein d'enlever les toxines, tout ça. Vous voyez déjà, voilà. Il y a aussi le sport aussi. Hein. Il y a le sport, les activités physiques. Il faut faire du cardio, faire battre le cœur. Pour les choses. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à dire que les sportifs ne durent pas trop, il vaut mieux créer des partis politiques. Et comme ça, vous vivrez longtemps. Il a donné l'exemple des chefs d'État qui durent au pouvoir. Alors, c'est juste pour arracher donc votre sourire. On a parlé beaucoup plus de l'aspect physiologique des parturiantes qui s'aventurent sur le terrain de la procréation. On reviendra donc sur tous les autres aspects qui concourent donc au bien-être de la femme enceinte. Monsieur Ivy Bilbo Aïtegan, biothérapeute, promoteur du centre biocuratif. Donc, merci pour vos éclairages ce matin. Merci, on vous retrouve donc mardi si possible et par la grâce de Dieu. On doit continuer donc cette émission pour davantage apporter un plus aux sages-femmes, également à nos mamans et surtout également à ces hommes qui ne comprennent pas leur rôle aux côtés des femmes enceintes parce que l'homme auteur de cette grossesse doit pouvoir être là pour accompagner son épouse. Merci donc à chacun, à tous de nous avoir suivis. C'était One More Issue One TV. À très bientôt. Le One Morning.
La matinale qui booste votre journée.